Donc le thème de ce webinaire, il est d'actualité, hein, c'est voilà, comment faire face aux vagues de chaleur dans les établissements du médico-social. Il est co-organisé donc par le CPIE Vallée de Lothier de la Canche, l'URIOPS, APF France Handicap, avec le soutien de l'Agence régionale de santé et de la DREAL des Hauts-de-France. Et nous avons le plaisir donc d'y accueillir deux expertes du CEREMA qui vous présenteront justement l'émission du CEREMA. Donc, pour très rapidement, le CPIE est une association du domaine de l'environnement que je ne vous présenterai pas en détail puisque nous avons peu de temps. Nous travaillons sur différentes thématiques, nous accompagnons les acteurs sur les questions de développement durable et aussi de santé environnementale, notamment dans le cadre d'une action pilote donc sur la thématique de l'air intérieur dans le médico-social. Donc ce projet, il court depuis quelques mois déjà. Vous avez peut-être répondu à l'enquête donc réalisée il y a quelques mois pour mieux connaître vos pratiques, vos besoins sur ces questions d'air intérieur et de santé. Le projet, il vise à vous accompagner pour mieux prendre en compte les questions de qualité de l'air intérieur et de santé des professionnels de vos établissements comme des résidents. Suite à un premier webinaire organisé en mars dernier, nous avons eu des questions concernant, par exemple, l'installation de climatisation dans les établissements, dans les chambres, et plusieurs remontées d'informations qui nous ont donc amené à élargir un petit peu la thématique avec l'accord de l'ARS, à plutôt la question de l'environnement intérieur de l'établissement, et notamment donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le confort d'été et comment faire face aux vagues de chaleur qui vont certainement se multiplier. Donc je vais laisser la parole au début à Pierre Conseil de l'Agence régionale de santé qui nous donnera quelques mots d'introduction. Puis nous aurons l'intervention, comme je vous le disais, du CEREMA. Je les remercie beaucoup, j'allais dire chaudement, Cécile Caudron et Lucille Bavet d'avoir accepté d'intervenir dans ce webinaire flash. Et ensuite, nous passerons à un temps de questions-réponses. Donc, Pierre, je te laisse la parole. Merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente en deux mots. Donc Pierre Conseil, moi je suis ingénieur du génie sanitaire à l'Agence régionale de santé, plus précisément à la sous-direction de la santé environnementale. C'est une sous-direction avec laquelle vous avez assez peu à faire habituellement, hormis sur certains sujets particuliers comme les dasseries ou le risque légionnel par exemple. Je tiens tout d'abord à remercier le CPIE du Val d'Authie, l'URIOPS et puis APF France Handicap de m'avoir proposé d'introduire ce webinaire qui nous réunit autour d'un sujet qui est plus que jamais d'actualité, le confort d'été dans les établissements médico-sociaux. Alors le confort d'été dans les établissements, c'est un enjeu crucial pour garantir le bien-être, la sécurité, la santé des patients, des résidents et des personnels, surtout dans un contexte de changement climatique et de vagues de chaleur. Vous le savez, les vagues de chaleur représentent un danger majeur pour les publics accueillis et la gestion de ce risque doit s'inscrire dans une démarche d'anticipation et d'organisation, démarche basée sur les principes du plan bleu de votre établissement. Alors pour mémoire, hein, le plan bleu, ça constitue le plan global de la gestion des risques dans les établissements médico-sociaux pour faire face à tout type de crise et de situations sanitaires exceptionnelles susceptibles de les impacter. Et donc c'est un plan qui doit être intégré dans la gouvernance de l'établissement. Voilà, je ferme cette petite parenthèse plan bleu pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, donc le confort d'été qui est capital pour les personnes accueillies dans vos établissements, car elles sont souvent plus vulnérables, personnes âgées, malades chroniques, personnes en situation de handicap. Et donc les fortes chaleurs peuvent aggraver leur état de santé, déshydratation, coups de chaleur, troubles cardiovasculaires. Et puis aussi, on l'oublie parfois, le confort thermique impacte aussi la qualité de vie et le moral des résidents, des patients et des personnels. Et c'est la raison pour laquelle des mesures d'organisation et de gestion que vous connaissez bien maintenant doivent être mises en place, comme l'adaptation des activités pour éviter les heures les plus chaudes, l'hydratation et la surveillance renforcée des personnes à risque, ou encore la sensibilisation et la formation des personnels. Et puis, on va le voir là dans quelques instants, en complément, il est aussi possible de prendre des mesures techniques concernant les bâtiments et les aménagements extérieurs pour améliorer le confort d'été.
Et donc c'est précisément, le sujet qui va être abordé ce matin. Alors je laisse, sans plus attendre, la parole à madame Lucile Bavet, responsable de la thématique gestion du patrimoine immobilier et à madame Cécile Caudron, directrice de projet qualité des environnements intérieurs et ventilation, travaillant toutes les 2 au CEREMA et que je remercie, chaleureusement de nous partager leur expertise sur le sujet. Et vous allez le voir avec des solutions, concrètes et efficaces qui peuvent être mises en œuvre dans vos établissements. Merci Cécile, beaucoup. voilà, je te laisse partager ton écran. Voilà. Oui, peut-être quelques mots, effectivement. Merci beaucoup. Merci Corinne pour ton invitation et merci Pierre pour l'introduction. Effectivement, peut-être quelques mots pour vous dire ce qu'est le CEREMA. Le CEREMA, en fait, est un établissement public hein, qui est référent en matière d'aménagement des territoires. Et donc, il accompagne l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises hein, pour adapter les territoires aux défis climatiques. Lucille, j'ai juste une petite slide très rapide pour introduire ce qu'est le groupe. Hop, je vais vous le partager tout de suite. Alors, je sais pas, oups, mon écran est gris. Voilà, hop. Alors moi, en fait, je fais l'introduction, hein, si vous voulez, de qui nous sommes pour que voilà, vous ne vous demandiez pas pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Ça vous permet aussi finalement de mieux nous identifier et potentiellement, si vous en avez besoin, de mieux faire appel à nous par la suite. Donc, en fait, dans cet établissement public hein, qui est le CEREMA, avec Lucille, nous sommes situés à Lille dans un groupe qui est le groupe Bâtiment et Énergie Durable et dans lequel, en fait, nous intervenons sur 3 volets. Un premier volet qui est en fait un volet énergie renouvelable, hein, donc tout ce qui est développement des énergies renouvelables et aussi et réseau de chaleur. Donc on a une expertise là-dessus. Le deuxième volet qui va grandement nous intéresser aujourd'hui, c'est l'approche bâtiment, qui est en fait une approche performance environnementale du bâtiment avec la qualité de l'air intérieur, qui est une expertise qu'on a développée localement et pour laquelle on est fortement en lien avec Corinne. Et aussi l'approche performance énergétique du bâtiment, impact carbone, confort, dont va beaucoup parler aujourd'hui Lucille, et ensuite je lui passerai la main. On a aussi une approche importante qui est l'approche patrimoniale. La gestion de patrimoine, en fait, est aussi extrêmement importante et pertinente à avoir. Au-delà de travailler sur la performance d'un bâtiment en particulier, c'est aussi, quand on a plusieurs bâtiments à gérer, d'être en capacité de se donner une stratégie de gestion de ce bâtiment à court, moyen et long terme, et donc d'avoir un schéma directeur immobilier. Donc on travaille aussi sur les économies d'énergie à faible coût, voire à coût nul, hein, sur l'usage, le travail sur les systèmes. On travaille aussi sur l'éclairage public, mais ça vous intéressera un petit peu moins. Donc pour tous ces sujets, si vous avez besoin de nous, hein, sachez qu'on peut être aussi en appui sur les sujets, y compris qualité de l'air intérieur en appui de Corinne, ou bien sûr les vagues de chaleur et confort dans le bâtiment. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la main à ma collègue. Je ne vais pas parler davantage aujourd'hui pour 2 raisons. La première raison, c'est que effectivement mon expertise porte avant tout sur la qualité de l'air intérieur et que ma collègue Lucille est bien plus armée que moi pour vous parler donc de confort dans les bâtiments. Et en plus de cela, je devrais vous quitter pour 10 heures. Donc, je vous laisserai discrètement. Je vous ferai un petit message dans le chat. Et donc, je passe de suite la main à ma collègue. Merci, Lucille, d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Et merci à vous toutes et tous par avance pour votre écoute. Je t'en prie, Cécile. Donc, je reprends la main. Donc, moi, je suis Lucille Bavet, responsable de la thématique gestion du patrimoine immobilier. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de confort dans la gestion de patrimoine immobilier? Parce que ça fait partie des éléments de priorisation des investissements de savoir si tel ou tel bâtiment est suffisamment confortable pour accueillir les services et leurs usagers. Donc aujourd'hui, on va parler confort d'été, donc vivre sous un angle bâtimentaire avec, on va faire l'ensemble du spectre des solutions qui vont permettre d'améliorer le confort d'été. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Il faut avoir en tête que, on a aujourd'hui, et c'est prouvé scientifiquement, des vagues de chaleur qui sont, de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. On voit, sur le graphique, à votre gauche que, les températures moyennes
à la surface du globe sont de plus en plus élevés, hein, là où dans les années 40 à 2010-2020, on était dans un tunnel de température à peu près identifié. On voit que ces dernières années, on sort de plus en plus de ce tunnel et c'est d'autant plus prouvé qu'il y a encore eu un article hier qui nous disait que le mois de juin 2025 avait encore été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Donc on est dans ce constat, on sait qu'on va avoir chaud, qu'on va avoir de plus en plus chaud et donc il faut réussir à trouver les moyens, d'être tout de même confortable dans des bâtiments qui sont, pas toujours adaptés, hein, à ces vagues de chaleur. Il y a différents types de vagues de chaleur. Il y a ce qu'on appelle un pic de chaleur bref, 1 à 2 journées, pendant lesquelles on va dépasser les normales de saison. Ensuite, il y a des épisodes prolongés pendant lesquels, les normales de saison sont dépassées pendant plus de 3 jours d'affilée. Et puis, il y a les périodes de canicule où là, on a chaud la journée, mais on a chaud aussi la nuit. La température, descend peu pendant la nuit et ce qui ne permet pas au corps de se reposer et aux bâtiments de se refroidir. Météo France nous donne aussi des prévisions concernant les vagues de chaleur. Qu'est-ce que ce sera en 2050? Qu'est-ce que ce sera en 2100? On voit que par exemple, à Lille, on aura bien évidemment de plus en plus de jours très chauds avec des températures qui dépassent les 35 degrés. En 2050, on estime en valeur médiane qu'on aura 2 jours à plus de 35 degrés. En 2100, ce sera 3. Et puis si on se base sur la valeur haute, ce sera même 6. Des nuits très chaudes également de plus en plus nombreuses, 8 en valeur médiane en 2050, 15 en 2100, donc avec moins de possibilités pour le corps de se reposer et pour le bâtiment de se refroidir. Et puis un nombre de jours de vagues de chaleur qui sera lui aussi de plus en plus important, avec en 2100 une projection un peu pessimiste à presque un mois entier de vagues de chaleur au cours de l'année. Et puis à Amiens, on retrouve à peu près le même constat, avec peut-être un peu moins de nuits chaudes en 2050 et en 2100, mais en termes de nombre de jours très chauds et de nombre de jours en vague de chaleur, on a des projections qui sont équivalentes. Donc il faut se préparer. Pour se préparer, il faut adopter les bons gestes dès aujourd'hui et commencer à adapter nos bâtiments en faisant des investissements ciblés et choisis. Au-delà de ces tendances globales, il ne faut pas oublier aussi que le bâtiment, il évolue dans un environnement avec une température extérieure qui peut être plus intense en fonction du lieu où on se trouve. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Quand on est en cœur de ville, on a du béton, on a du bitume au sol, des sols qui sont artificialisés, qui sont secs donc, avec peu de végétation. Ce qui fait que la ville a plus de mal à dissiper la chaleur que la campagne. Et donc, ça vient intensifier les vagues de chaleur avec aussi des baisses de température moins importantes la nuit, puisque par exemple, le béton, le bitume au sol vont venir emmagasiner la chaleur pendant la journée et la restituer la nuit. Donc, on va avoir des nuits peu fraîches, des journées très chaudes, et donc un phénomène d'îlot de chaleur urbain amplifié, donc avec des températures donc, plus importantes dans ces cœurs de ville qu'en campagne. Et donc on se dit, vite, j'ai chaud, là on l'a vécu encore il y a quelques jours, installez-moi la clim parce que c'est insupportable. Alors on va évacuer tout de suite cette question. On verra vers la fin de la présentation que bien évidemment, il se peut que ça devienne indispensable, alors notamment dans les zones refuges de vos établissements médico-sociaux. Mais il ne faut pas l'imaginer, il ne faut pas se dire qu'il va falloir climatiser la totalité de nos bâtiments d'ici 10 ans. Alors pourquoi? Parce que déjà, la climatisation, c'est consommateur. On va avoir des consommations énergétiques importantes liées à ces systèmes de climatisation et donc des coûts induits pour les structures qui sont également importants. En plus de ça, la clim, ça a un impact sur le climat. Les clims fonctionnent avec des fluides frigorigènes qui vont permettre de créer le froid. Et ces fluides frigorigènes, s'il y a une fuite, s'ils s'échappent, ils ont un potentiel de réchauffement qui est bien plus important que le CO2.
Donc, on va vraiment avoir un impact climatique fort si les systèmes sont mal entretenus avec des fluides frigorigènes qui fuient. En plus de ça, comme on vient puiser les calories pour les mettre vers l'extérieur, en rafraîchissant le bâtiment, c'est ce qu'on fait, hein, on enlève la chaleur de l'intérieur et puis on la rejette à l'extérieur, eh ben, on va réchauffer l'environnement du bâtiment. Donc vous allez avoir des villes qui sont de plus en plus chaudes parce qu'on voudra avoir plus frais à l'intérieur. D'un point de vue santé, le fait d'avoir des bâtiments qui sont tout le temps climatisés à 24, 25, 26 degrés, eh ben, ça va aussi, à nous, personnes thermorégulées et thermosensibles, nous amener à réduire nos capacités d'adaptation. On va plus supporter d'avoir chaud si on a tout le temps frais à l'intérieur. Et donc ça, c'est plutôt un mauvais signe dans une projection en 2100 à plus 4 degrés. Et d'un point de vue technique, si la clim est mal entretenue, il va y avoir des coûts supplémentaires, mais aussi, encore une fois, des problématiques de santé. Si c'est mal entretenu, on peut avoir, par exemple, des phénomènes d'assèchement de l'air, de problèmes respiratoires avec des poussières qui sont contenues dans les filtres et qui sont projetées dans l'air intérieur, donc avec une mauvaise qualité de l'air intérieur. Si c'est mal réglé, on peut aussi avoir des chocs thermiques, si on a une trop grosse différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a également parfois dans des systèmes de climatisation centralisée, avec des tours aéro-réfrigérées, des soucis de légionellose, alors des particules enfin des particules. Donc la légionelle qui se diffuse à l'extérieur et qui, avec les vents, peut être ramenée à l'intérieur et donc venir impacter vos résidents. Et puis, au niveau des coûts, on a parlé des consommations énergétiques, donc il y aura le coût de l'énergie, mais aussi les frais d'entretien du bloc, des cassettes, avec un nettoyage des filtres qui est nécessaire, etc. Donc la clim, on évacue la question, on se dit on va d'abord essayer d'aller chercher les solutions à moindre investissement. Donc ça, c'est le premier levier à actionner. Les actions humaines, à moindre investissement financier, mais pas à moindre investissement humain. Donc ce sont des bonnes pratiques à diffuser, du bon sens. On va vraiment revenir sur le bon sens. Vous allez me dire, ah mais ça je le sais, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le met en œuvre. Des actions organisationnelles aussi, qui coûtent pas grand-chose, mais qui demandent à se réorganiser. Et puis ensuite, on évoquera les actions techniques, celles qui coûtent un peu plus cher, mais qui vont permettre in fine d'adapter réellement nos bâtiments à ces vagues de chaleur. Donc des travaux sur le bâtiment, des travaux sur les abords du bâtiment également, des solutions qu'on appelle passives qui vont être peu gourmandes en énergie. Et puis, on va également parler des solutions actives qui, elles, sont un peu plus consommatrices. Donc, concernant les bonnes pratiques, pour comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on met en œuvre, pourquoi est-ce qu'on recommande ces bonnes pratiques, il faut d'abord comprendre la notion de confort hygrothermique. Le confort, c'est quelque chose d'individuel. On n'a pas tous la même sensation de confort. Il y a des personnes qui seront très sensibles à la chaleur et d'autres moins. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des composantes qui sont psychosociologiques dans le confort, qui sont relatives à l'individu, mais qui sont aussi relatives à la société. On n'a pas la même notion de confort dans une société occidentale en France que en Afrique, par exemple. Ensuite, il y a des composantes qui sont physiques, qui, elles, vont dépendre de paramètres qui sont mesurables. Et puis enfin, des composantes fonctionnelles en lien avec l'ergonomie qui vont nous permettre de nous mettre dans une situation de confort. Donc sur le confort thermique, les paramètres physiques, c'est quoi? C'est bien évidemment la température de l'air, c'est celui qu'on mesure facilement et c'est à lui qu'on se réfère quand on dit qu'on a trop chaud, il fait 30 degrés, j'en peux plus, c'est la température de l'air. Mais au-delà de la température de l'air, il y a d'autres paramètres qui vont influer sur le confort. Il y a le rayonnement solaire direct, la vitesse de l'air aussi. Si on a un petit courant d'air, on le verra juste après, ça permet de faire baisser la température ressentie. La température des parois également, si vous avez des murs qui sont très chauds ou à contrario en hiver des parois qui sont très froides, ben, vous allez avoir un niveau de confort qui est différent.
Et puis après, il y a des paramètres qui sont propres à chacun, l'habillement, la façon dont on est habillé, ça va influer sur notre confort. Le métabolisme, mais aussi l'activité, les activités que l'on fait, la façon dont on se dépense, ça va influer sur le confort. Et puis enfin, l'hygrométrie. Donc maintenant qu'on a parlé du confort, on va pouvoir venir se concentrer sur les bonnes pratiques. Il y a 2 grands principes, hein, pour être confortable en été. Le premier, c'est de limiter l'échauffement du bâtiment et le deuxième, c'est de rafraîchir les occupants. Pour limiter l'échauffement du bâtiment, il faut avoir en tête que les apports de chaleur, dans un bâtiment, ils peuvent être à la fois externes et internes. Les apports de chaleur externes, ça va être quoi? Ça va être la température de l'air extérieur. L'air extérieur est chaud, il rentre dans le bâtiment, forcément ça a un impact. Ensuite, le rayonnement solaire à travers les vitrages. Si le soleil rentre dans le bâtiment, ça va venir apporter de la chaleur. Le rayonnement également des surfaces imperméabilisées, c'est-à-dire tout le bitume que vous avez à l'extérieur du bâtiment. Et ben là aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça va emmagasiner la chaleur, ça va la restituer, donc ça aura un impact sur la température qu'il va faire dans votre bâtiment. Et puis enfin, l'emmagasinement de la chaleur également par les murs. Donc on appelle ça l'inertie. L'inertie du bâtiment va avoir un impact positif ou négatif, on va le voir juste après, sur la chaleur qui sera apportée dans le bâtiment. Et puis enfin, il y a des apports qui sont internes. Les apports internes, c'est les occupants. Tous, on dégage entre 80 et 100 watts. Donc si vous êtes 10 dans une pièce, ben, vous avez l'équivalent d'un radiateur de 1000 watts en plein été. Donc il faut avoir ça en tête. Alors c'est bien en hiver, on est content, on se réchauffe les uns les autres. En été, on a envie d'être un peu plus au frais. Et puis, dans les apports internes, il faut aussi compter l'ensemble des appareils qui vont produire de la chaleur. Les éclairages. Alors j'ai mis non LED parce que les éclairages LED aujourd'hui, s'ils sont de bonne qualité et bien conçus, ils ne dégagent pas de chaleur. Mais s'il vous reste par exemple, des néons, des tubes fluo, et ben ça va dégager de la chaleur et donc ça va contribuer à réchauffer, la pièce. Les ordinateurs, les électroménagers, on balayera un peu plus précisément, juste après, l'ensemble des appareils, qui vont dégager de la chaleur. Donc voilà, des apports externes, des apports internes qu'il va falloir réussir à limiter. Pour revenir sur l'inertie. Alors pourquoi l'inertie, c'est important dans la notion de confort? Parce qu'en fait, un bâtiment qui a beaucoup d'inertie, donc c'est par exemple, une vieille église en pierre, un mât provençal, ce sont des bâtiments qui ont, des murs qui vont emmagasiner la chaleur. Ce qui fait qu'en été, la chaleur va être emmagasinée dans les murs, donc elle va être moins facilement transmise à l'intérieur du bâtiment. Et puis, quand elle va être transmise, ça va être différé dans la journée. On le voit ici, hein, sur le graphique, entre à gauche, des murs qui ont peu d'inertie et à droite des murs qui ont beaucoup d'inertie. Quand on a beaucoup d'inertie, la chaleur va se transmettre plus tard dans la journée dans le bâtiment, de façon moins intense, ce qui fait qu'au moment où la chaleur va se transmettre, on sera dans une période plus fraîche, en début de nuit et donc on va pouvoir en plus de ça l'évacuer plus facilement. Donc on n'est pas tous égaux, hein, en termes de confort thermique. On n'est pas tous égaux, pardon, en termes de confort thermique. Ça va dépendre aussi de la structure du bâtiment. Donc si on a beaucoup d'inertie, on a de la chance. Ça permet, de limiter l'impact des vagues de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Si on n'a pas beaucoup d'inertie, eh ben, on va essayer de trouver des solutions. La première solution, c'est, de se prémunir du rayonnement solaire. Il faut avoir en tête que, dès que vous avez un rayon du soleil qui passe par le vitrage et qui, rentre dans le bâtiment, et ben, ce rayon du soleil, il se retrouve bloqué. Et donc on va avoir une sorte d'effet de serre qui fait que, la température intérieure va augmenter avec ces rayons, solaires qui, viennent se réfléchir à l'intérieur du bâtiment et qui ne peuvent pas s'évacuer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument éviter que ce rayon du soleil ne rentre dans le bâtiment par le vitrage. Et donc, si vous en avez, il faut absolument fermer les volets, les stores extérieurs, dès que vous voyez que le soleil rentre par la fenêtre. Donc, les bonnes pratiques, c'est quoi? Bah, c'est déjà, si vous en avez, de vérifier que les stores et les volets extérieurs, alors je parle bien de stores extérieurs, hein. Si vous avez un store intérieur, c'est très bien pour éviter d'être ébloui. Par contre, ça ne va pas éviter la surchauffe dans la pièce. Donc, si vous avez des stores et des volets ou des volets extérieurs, il faut bien vérifier leur fonctionnalité avant la période estivale.
C'est-à-dire, au moment du printemps, bon, bah, je vais commencer à faire le tour du bâtiment et regarder si tous les, volets, fonctionnent correctement et si ça ne fonctionne pas, et ben, on les répare. Et puis, bonne pratique, bien évidemment, dès qu'on voit qu'il y a le rayon du soleil qui rentre, on ferme le volet pour éviter l'effet de serre. Alors s'il n'y a pas de protection solaire extérieure, ça arrive très souvent, eh ben, on fait appel au système D. Qu'est-ce qu'on peut faire pour couper le rayon du soleil? Eh ben, par exemple, on peut, disposer à l'extérieur de la fenêtre des draps, des serviettes, des rideaux, des cartons. Je vous ai pas mis la photo, j'ai oublié de vous la mettre, mais j'ai reçu une photo de ma cousine la semaine dernière qui est, en stage à Alger et en fait, j'ai été marquée par le fait que, dans le centre-ville d'Alger, toutes les fenêtres, à tous les balcons, pardon, il y a les rideaux qui sont disposés à l'extérieur pour, venir éviter le soleil de rentrer. Donc voilà, donc système D, on essaye le plus possible de faire en sorte que le soleil ne pénètre pas le vitrage. Ensuite, concernant les apports internes, plusieurs trucs et astuces. Déjà, si vous avez un ballon d'eau chaude sanitaire, dans un espace de vie, ça peut arriver. Par exemple, des ballons d'eau chaude, sous, des éviers, dans, des petites cuisines, au sein des bâtiments. Et bien, vous pouvez venir réisoler ce ballon d'eau chaude. Parce que même si d'origine, il est quand même un peu isolé, il est peu isolé et donc vous allez avoir un dégagement de chaleur, au niveau de ce ballon d'eau chaude. Donc vous pouvez venir le réisoler. Il y a des housses, spécifiques qui existent. Vous pouvez aussi tout bêtement, venir, le recouvrir, d'isolant, de laine minérale, laine de verre, laine de roche, des chutes que vous avez, à la maison, ça marche très bien. Et puis pendant la journée, concernant les autres appareils, il va, falloir limiter l'utilisation des appareils qui dégagent de la chaleur. Donc des appareils de cuisson autant que possible. On peut aussi, trouver, des menus qui vont, limiter, la cuisson des aliments avec, des repas froids. On va aussi éviter de faire tourner le lave-vaisselle pendant la journée et puis si on en a la possibilité de différer pendant la nuit. La même chose sur les machines à laver, les sèche-linges. L'utilisation du fer à repasser, vous aurez du mal à différer pendant la nuit, mais du coup, peut-être qu'on peut éviter de repasser. Et puis, éteindre les lumières si possible, l'informatique non nécessaire. Voilà. Donc tout ce qui va venir dégager de la chaleur, on essaye de faire en sorte, de, différer son utilisation à une période moins chaude, à une période où il y a peut-être pas d'occupants, dans le bâtiment parce que, vous n'avez pas de résidents la nuit et puis, du coup, on passe ça, on évite pardon de dégager de la chaleur, aux périodes les plus chaudes de la journée. Malgré tout, votre bâtiment, il va quand même se charger en chaleur pendant la journée. Et donc il va falloir, venir évacuer cette chaleur aux moments les plus propices et puis, après l'empêcher de rentrer. En tout cas, essayer, le plus possible de l'empêcher de rentrer. Donc en termes de bonnes pratiques, il faut essayer le plus possible d'ouvrir les fenêtres tôt le matin et même s'il y a pas de problématique de sécurité, les laisser ouvertes la nuit. Il faut vraiment absolument réussir à évacuer la chaleur. On peut en plus de ça, pour que ça aille plus vite, créer des circuits d'air traversants, donc ouvrir de façon traversante dans le bâtiment et dès que la température extérieure dépasse la température intérieure, on vient refermer les fenêtres, on protège, des rayons du soleil et ça permet quand même de rester au frais. Donc voilà, donc on en a fini sur, la limitation de l'échauffement du bâtiment. En termes de bonnes pratiques, on l'a vu, il y a aussi, le volet rafraîchir les occupants. Pour rafraîchir les occupants, sans faire appel à la climatisation puisqu'on a évacué cette question, on va pouvoir se concentrer donc sur les paramètres physiques du confort. On a vu que dans les paramètres physiques du confort, il y avait la vitesse de l'air. Il faut avoir en tête que plus la vitesse de l'air est élevée, plus le corps va être capable de supporter une température de l'air importante. Et donc, parfois, donc un petit courant d'air de 1 mètre par seconde, ça peut créer une baisse de la température ressentie jusqu'à 4 degrés. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc, eh ben, pour créer des courants d'air tout en ne faisant pas rentrer la chaleur aux périodes les plus chaudes de la journée,
on va pouvoir s'équiper d'appareils qui sont peu consommateurs, qui dégagent peu de chaleur également. Des brasseurs d'air, par exemple. Donc ça, les brasseurs d'air, ce sont les ventilateurs qu'on vient disposer au plafond. On peut aussi tout simplement avoir des ventilateurs, hein, dans les pièces. Si on veut accroître la sensation de fraîcheur, on peut même mettre une bouteille d'eau glacée devant son ventilateur pour venir rafraîchir l'air intérieur. Et puis, on peut aussi mettre à disposition des éventails. C'est toujours efficace. On peut également rajouter la brumisation. Donc la brumisation, ça se base sur le principe hem, de, on pardon. Donc la brumisation, je reprends. La brumisation, donc il faut avoir en tête que, l'eau, en fait, elle va venir se charger plus facilement en chaleur que, l'air. Et donc, quand on brumise un corps, on va avoir de l'eau qui va venir se déposer sur la peau et donc l'eau va venir récupérer, la chaleur présente sur la peau, ce qui va produire l'effet, d'une sensation de frais. Et donc c'est pour ça que, le fait de brumiser, de s'ap d'utiliser soit un brumisateur manuel, soit un ventilateur brumisateur, soit de disposer un linge mouillé directement devant le ventilateur, ça va permettre, de donner une sensation de frais et donc de rafraîchir les occupants du bâtiment. Hem, donc voilà, donc ventiler, brumiser pour rafraîchir, éviter que le soleil ne rentre. Donc ça, ce sont des grands principes, hein, et puis évacuer bien sûr la chaleur pendant la nuit. Les grands principes en termes de bonnes actions, de bonnes pratiques pardon, pour, éviter la surchauffe des bâtiments. Ensuite, il y a des actions organisationnelles. Le confort d'été, il est pas le même dans tout le bâtiment. Vous allez avoir, des pièces qui seront, plus fraîches, d'autres qui seront plus chaudes et donc il faut aussi, pouvoir être un peu agile et se dire: «Est-ce que, je ne peux pas travailler ailleurs? Est-ce que je ne peux pas, déplacer, mes résidents, dans, des endroits plus frais du bâtiment?» pour, être être moins exposé à la chaleur, heu et puis, permettre de ce fait, de ne pas avoir à mettre la climatisation dans l'ensemble du bâtiment, mais déjà profiter des endroits qui sont naturellement frais et éventuellement, ne climatiser qu'un endroit refuge. Et dans ces endroits qui sont plus frais, eh ben, on va essayer de conserver la fraîcheur et donc fermer les portes, fermer les fenêtres. Au-delà de ça, on peut également adapter les horaires, adapter les activités. Donc, lorsque les activités accueillies dans le bâtiment, le permettent, on peut essayer le plus possible de travailler en horaire décalé pour les périodes vraiment très chaudes, tôt le matin, un peu plus tard le soir. Accueillir les occupants plutôt en début de matinée s'il n'y a pas de résident permanent. Si on a la possibilité également, pour, les agents, ben, autoriser le télétravail climatique, qui permet de travailler chez soi ou dans tout autre endroit frais, hein, la médiathèque, un tiers-lieu, En termes d'activités, avec les résidents et ben, organiser des activités dans des lieux plutôt frais. Peut-être, sortir, de votre structure qui, supporte mal la chaleur et puis, aller, vers d'autres bâtiments qui sont plus frais, qui sont climatisés, la médiathèque, le cinéma, la piscine, le centre commercial. Heu et puis, pour les agents toujours, offrir la possibilité de se vêtir plus légèrement. Alors c'est pas toujours adapté, c'est pas toujours évident, mais quand c'est possible, c'est mieux. Autre bonne pratique, organisationnelle qui peut être mis en œuvre, quand vous avez, un bâtiment qui est pas occupé la nuit, et ben, peut-être, envisager la modification des horaires du personnel d'entretien, ou du gardien pour, permettre une ouverture des fenêtres le plus tôt possible. L'idée, c'est vraiment toujours de réussir à évacuer la chaleur aux périodes les plus fraîches et donc très tôt le matin. On va passer maintenant, aux actions qui coûtent un peu plus d'argent, mais qui vont permettre vraiment, d'adapter les bâtiments et de pouvoir supporter les vagues de chaleur à l'avenir.
La première action, c'est de travailler sur l'abord du bâtiment. On l'a vu aussi déjà, juste avant. Les enrobés bitumineux sombres, ils vont emmagasiner la chaleur tout au long de la journée, la restituer la nuit, accentuer l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc il faut essayer le plus possible de, désimperméabiliser ces surfaces, bitumineuses aux abords du bâtiment. Si vous avez, des cours, des parkings, heu, il faut vraiment, aller vers, de la désimperméabilisation avec des sols qui sont clairs, heu qui vont venir également, infiltrer l'eau sur la parcelle. Donc avec des sols clairs, une chaleur qui est peu stockée, une meilleure gestion de l'eau et puis, co-bénéfice favorable, une biodiversité qui sera favorisée par le fait, d'avoir des espaces, désimperméabilisés. On peut également, dans ces espaces intégrer des points d'eau à partir de récupération d'eau de pluie. Pour développer ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur, hein, sur le même principe que la brumisation tout à l'heure. L'eau va venir, récupérer la chaleur et donc donner une sensation, de moindre chaleur. Donc on peut installer des fontaines, heu, recréer des cours d'eau. Il y a également la notion de jardin de pluie qui va permettre d'infiltrer l'eau à la parcelle et faire en sorte d'humidifier les sols. La photo que vous avez là, par exemple, c'est dans une cour d'école, mais ça peut marcher partout. C'est un cours d'eau qui a été recréé de toutes pièces à partir d'eau de pluie récupérée et donc qui permet vraiment, de créer un lieu de fraîcheur, dans la cour de l'école. Et puis bien évidemment, la végétalisation, des abords, des façades. Ça va avoir, plusieurs impacts, bénéfiques. Déjà, le fait d'avoir de la végétalisation, ça va créer de l'ombre. Ça peut aussi également éviter, que le soleil ne rentre dans le bâtiment et donc créer cette surchauffe qu'on a vue juste avant. Et puis en plus de ça, l'arbre en respirant, va, créer de l'humidité qui va encore une fois absorber de la chaleur. Donc ça va permettre, hein, en plus, de ce qu'on a vu juste avant sur, la création de points d'eau, ça va permettre de rafraîchir, l'atmosphère, l'environnement pardon, du bâtiment. Et puis on peut aussi végétaliser, le bâtiment en lui-même. Si, vous optez pour une structure, lourde, notamment en toiture, ça va permettre d'augmenter l'isolation du bâtiment, en plus de, venir créer cet îlot de fraîcheur à l'extérieur. Alors, un point de vigilance quand même sur la végétalisation des abords et sur la plantation d'arbres. Si vous êtes, sur un sol argileux, alors ça, vous avez des cartes, hein, qui sont, faites, par le BRGM, et qui permettent de savoir si, vous êtes à risque ou pas en termes d'argile. Donc si vous êtes sur un sol argileux avec, un bâtiment, plutôt de petite taille, avec des fondations qui sont peu profondes, il peut y avoir un risque de ce qu'on appelle de retrait-gonflement des argiles. C'est-à-dire que le sol argileux, avec la végétation qui va pomper l'eau, va venir s'assécher, plus que la normale et donc le bâtiment risque de bouger. Mais bon, c'est vraiment, voilà, on l'observe plutôt sur le résidentiel, sur des maisons, mais il faut quand même avoir cet élément en tête pour s'assurer que, la plantation d'arbres n'aura pas d'impact sur la structure du bâtiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire sur le bâtiment en lui-même? Alors le bâtiment en lui-même, bien évidemment, on peut venir l'isoler. En hiver, on isole pour garder la chaleur à l'intérieur. En été, l'isolation va permettre de garder la fraîcheur à l'intérieur. Donc, il y a vraiment limiter, les transferts thermiques. Alors, pour le confort d'été, ce qui est préconisé, c'est plutôt de venir isoler par l'extérieur. Alors pour le confort d'hiver aussi, hein, parce que ça va limiter les ponts thermiques. Mais en plus de ça, en été, le fait d'isoler par l'extérieur, ça va permettre, de conserver le bénéfice de l'inertie du bâtiment et donc d'avoir de la fraîcheur plus longtemps à l'intérieur du bâtiment. On peut aussi, éviter de faire en sorte que le bâtiment ne vienne stocker la chaleur et donc en, adoptant plutôt des revêtements, extérieurs de couleur claire. Donc on voit de plus en plus se développer, par exemple, les revêtements, blancs en toiture plate, pour, justement, éviter que, le revêtement sombre ne vienne stocker la chaleur et donc amplifier, heu, le phénomène de chaleur à l'intérieur du bâtiment.
Deuxième action phare, on l'a vu juste avant, si vous n'avez pas de protection extérieure dans l'immédiat, on peut faire du système D, mais l'idéal, c'est quand même d'en installer. Heu, je vous ai remis là un chiffre qui peut, qui est quand même impressionnant, hein. Une fenêtre non protégée d'1 mètre carré, peut avoir une puissance équivalente à un radiateur de 600 watts. Donc c'est comme si vous allumiez le chauffage en plein été, votre fenêtre, non protégée. Alors, en hiver, on est content parce que ça fait, des apports de chaleur gratuits. En été, il faut essayer donc le plus possible, hein, de se prémunir, de cet impact. Et donc la protection solaire, on va la choisir, elle va être différente, en fonction de l'orientation. Au nord, normalement, il n'y a pas de rayonnement solaire direct, donc pas de protection nécessaire contre la surchauffe. Ça peut être recommandé quand même si vous avez, une réflexion sur une paroi. Par exemple, vous êtes au nord, en face de vous, vous avez un bâtiment, blanc, un bâtiment avec, une façade qui est assez réfléchissante. Vous pouvez avoir de la réflexion solaire, au nord et donc la nécessité d'installer des protections solaires. Ensuite, au sud, on recommande plutôt des dispositifs, fixes, horizontaux. Je vais vous montrer des exemples, hein, juste après, des casquettes, des débords de toit, des auvents qui, vont, venir, protéger, le bâtiment, au moment où, le soleil est au plus haut. Et puis à l'est et à l'ouest, on va plutôt, recommander des protections solaires verticales ou orientales puisque, le soleil est plutôt dans une position basse, quand on est en exposition est ou ouest. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête quand même, des fois on se dit: «Faut protéger absolument au sud». Alors oui, mais il faut absolument pas négliger l'est et l'ouest parce que, ces expositions, elles reçoivent 2 fois plus d'apports solaires que l'exposition sud. Donc voilà, quelques exemples de protection solaire, qui peuvent être adaptés. Donc ici, on a, à gauche des casquettes. Donc on voit bien, hein, sur la photo du milieu, l'effet de la casquette avec cette protection immédiate, des vitrages. Les rayons du soleil ne pénètrent pas, les vitrages et donc là, on est bien protégé de la surchauffe. On peut avoir aussi des brise-soleil, soit à lame fixe, soit à lame orientale. Alors là, il faut qu'ils soient bien dimensionnés, hein, pour être sûr, que, le soleil, ne rentre pas. Donc avec des largeurs, hein, qui sont, adaptées. Ça se calcule en fonction, de la position du soleil, dans le ciel. Hem et donc ça a le bénéfice quand même, ces casquettes et ces brise-soleil, de laisser rentrer, la lumière du jour, sans laisser rentrer le soleil. Un peu subtil. Mais bon, on voit clair, on n'a pas besoin d'allumer la lumière artificielle, mais en même temps, on est protégé du soleil. Ensuite, on peut avoir, des stores extérieurs, donc en tissu par exemple, alors qui, peuvent, être un peu fragiles, notamment si on est sur une façade exposée au vent. Donc c'est à étudier aussi en fonction de l'exposition au vent de la façade. On peut avoir des volets roulants classiques qu'on vient fermer. Là aussi, l'inconvénient, bah, c'est qu'une fois que c'est fermé, il fait noir dans la pièce, donc on a besoin, d'allumer, la lumière artificielle et puis en plus de ça, c'est, pas très bon pour le moral non plus que de rester dans le noir toute la journée. Il y a également des volets roulants à persiennes qui existent. Alors, c'est un peu plus anecdotique, ça se fait moins que le volet roulant classique, mais ça existe. Donc c'est des volets roulants avec, des petites lames, qui, vont, être, orientables, pour laisser, rentrer la lumière du jour. L'avantage du volet roulant classique, c'est qu'en plus de protéger du soleil, eh ben, il va venir aussi protéger des intrusions. Donc, il a une double fonctionnalité. Et puis, dernière solution, alors c'est la moins coûteuse, mais c'est aussi, la moins efficace. Ce sont les films extérieurs. Donc vous pouvez venir, disposer des films sur vos vitrages. Alors extérieurs, hein, je précise bien, ils se mettent à l'extérieur les films, parce qu'on a vu des bâtiments publics dans lesquels les films avaient été disposés à l'intérieur. Alors vous avez, de ce fait un rayon du soleil qui va, rentrer, dans le double vitrage, qui va se retrouver coincé et donc vous allez avoir une fenêtre qui surchauffe et avec un risque, de fissuration. Donc vraiment ça se pose à l'extérieur le film solaire. Solution peu coûteuse, qui vient quand même, assombrir de façon permanente les pièces, donc c'est pas l'idéal, heu et puis, qui peut aussi, venir se dégrader, hein. On voit là, par exemple sur la photo que, le film, se décolle.
Et puis en plus de ça, on ne bénéficie pas des apports solaires gratuits en hiver, puisque le soleil est coupé de façon permanente, contrairement à une casquette, où là, on vient bien couper le soleil quand le soleil est au plus haut en période estivale, et puis en été, le soleil est plus bas, et donc on le laisse rentrer dans le bâtiment. Ensuite, pour permettre de rafraîchir les occupants, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des ventilateurs classiques. On peut aussi installer dans les pièces des brasseurs d'air. Donc les brasseurs d'air, ce sont c'est les ventilateurs hein, qu'on peut retrouver sur les plafonds. Ils ont l'avantage d'être, comment dire ça? On va avoir un flux d'air qui sera plus agréable qu'un flux d'air d'un ventilateur qui arrive frontalement sur votre corps. Là, ça vient d'en haut, donc c'est plus agréable. Ça permet de faire circuler l'air dans la pièce. Et donc, c'est vraiment la solution à adapter, à adopter et pour être adapté au climat de demain. Donc pour ces brasseurs d'air, il y a quand même quelques points de vigilance, hein. Il faut qu'ils soient bien dimensionnés en puissance et en diamètre par rapport au volume de la pièce. Si vous mettez un petit brasseur d'air, dans, une pièce immense, ça aura pas beaucoup d'effet. Ensuite, il faut qu'ils soient disposés, à 3 mètres du sol au maximum. S'ils sont, trop en hauteur, ça aura pas beaucoup d'effet non plus. En termes de sécurité incendie, comme ça crée, un flux d'air, vertical, ben, ils doivent pouvoir, être arrêtés. Et puis, idéalement, pour, pouvoir, adapter, la puissance du brasseur d'air, aux résidents, à leur sensibilité, et aux besoins, hein, de fraîcheur, il faut qu'ils soient sur, qu'ils aient plusieurs vitesses, heu, donc à vitesse réglable. C'est peu consommateur en plus de ça, les brasseurs d'air, donc c'est vraiment idéal. Une dernière chose que j'ai pas ajoutée sur la slide et que j'ai pas précisé, avant, les brasseurs d'air, les ventilateurs, vous l'avez compris, ça ne vient pas rafraîchir l'air en tant que tel, ça vient donner une sensation de fraîcheur sur les corps et donc s'il y a personne dans la pièce, ça sert à rien de les laisser tourner. Ça consomme de l'énergie inutilement. Ensuite, on peut venir, régler les équipements de ventilation. Ici, ils ne sont pas réglables, venir, faire les installations techniques qui vont permettre de, rendre réglables ces équipements de ventilation. Par exemple, des variateurs de débit. Parce que la ventilation, elle va permettre déjà d'évacuer la chaleur puisque, on va, venir chercher de l'air frais de l'extérieur et puis évacuer l'air vicié. Donc en plus, d'améliorer la qualité de l'air intérieur, en pleine nuit, augmenter le débit de ventilation, ça va faire d'autant plus rentrer l'air frais dans le bâtiment et faire sortir la chaleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surventilation nocturne, le free cooling pour le terme anglais et donc si c'est possible, on essaye de regarder les paramètres de la ventilation pour le mettre en œuvre. Et puis, si on n'a pas, de résidents, si on n'a pas, d'occupants, pendant certaines périodes, le week-end par exemple, ou, une semaine de fermeture en été, et ben, on va, regarder s'il est possible de couper ce système de ventilation. Parce que, ça va, permettre d'éviter de faire rentrer la chaleur dans le bâtiment, pendant ces périodes d'inoccupation. Alors point de vigilance, hein, quand même, parce que, la ventilation, c'est nécessaire. Ça permet d'avoir une bonne qualité de l'air intérieur dans le bâtiment. Et donc il faut, bien être vigilant à, remettre en route les systèmes de ventilation si jamais on les a coupés. Donc voilà, donc c'est des bonnes pratiques pour éviter d'avoir trop chaud, mais il faut surtout pas, négliger, le fait de remettre en route quand on est revenu parce que, sans ventilation, sans aération, pas de bonne qualité de l'air intérieur. Ensuite, en termes de ventilation, vous avez aussi donc là, on est vraiment dans les travaux, hein. Si vous remplacez votre système de ventilation ou, vous faites une grosse rénovation, vous construisez un nouveau bâtiment, il y a également des systèmes de rafraîchissement adiabatique.
Donc en fait, on garde le même principe, l'eau récupère la chaleur et donc un système de rafraîchissement adiabatique, le principe, ça va être donc de mettre en contact, l'air qu'on vient renouveler avec de l'eau pour, que cette eau donc récupère la chaleur qui est contenue dans l'air. Donc on va venir rafraîchir le bâtiment grâce à ce système de ventilation. Autre système qui permet de rafraîchir l'air via la ventilation, pareil, hein, ça c'est gros travaux ou construction neuve, ce qu'on appelle les puits climatiques. Donc le principe, c'est de venir récupérer la fraîcheur du sol pour rafraîchir l'air et donc on va venir faire circuler l'air en sous-sol, avant de le faire entrer dans le bâtiment, heu, pour avoir un air qui soit, le plus frais possible. Et puis, enfin, si vraiment on n'a pas le choix, et ben, il y a également les systèmes de climatisation. Donc la clim, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, son principe, c'est de venir prélever la chaleur dans le bâtiment et de la rejeter vers le milieu extérieur. Alors le milieu extérieur, ça peut être l'air. Vous savez, quand vous avez le système de climatisation avec les gros blocs extérieurs, avec le ventilateur, et ben là, c'est des systèmes qu'on appelle air-air, donc on vient rejeter la chaleur dans l'air. Mais on peut aussi avoir des systèmes de climatisation, qui vont se servir du sol, qui vont, se servir, d'un cours d'eau, d'une nappe phréatique et cetera. Donc il y a plusieurs principes, hein, à la climatisation. La clim, il faut avoir en tête aussi qu'elle est d'autant plus efficace que le bâtiment est isolé, puisque, on va venir mieux garder la fraîcheur dans le bâtiment s'il est bien isolé. Et puis, si vraiment on décide d'installer un système de climatisation parce que, c'est le système le plus adapté à son bâtiment, et ben, c'est peut-être aussi à envisager avec de la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de faire du chaud l'hiver, heu, pour permettre donc une production décarbonée de chaleur, puisque la climatisation utilise l'électricité qui est une énergie, décarbonée. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, en plus de ça, les systèmes, de pompe à chaleur, hein, la clim réversible, c'est la pompe à chaleur, et ben, ils vont venir, produire, plus de calories qu'ils n'en consomment en quelque sorte, puisque, avec, vous allez avoir des coefficients de performance entre 3 et 4, c'est-à-dire que pour 1 kWh consommé, vous allez chauffer pour 3 ou 4 kWh. Donc c'est plutôt vertueux, quand on a un bâtiment qui est bien isolé et puis, à des températures extérieures qui ne sont pas non plus, trop basses. Donc il se peut, hein, que la climatisation devienne un système, indispensable à l'avenir, parce qu'on aura besoin, de créer des espaces de fraîcheur puisqu'on n'arrivera pas avec, les systèmes passifs, avec les bonnes pratiques, à, faire suffisamment de frais à certaines périodes de l'année. Mais, heu, il faut surtout, dès aujourd'hui, adopter les bonnes pratiques pour pas que, la climatisation devienne un réflexe à toute période de l'année où, dès qu'il va faire, 26 degrés dehors, on va mettre en route la clim. On ne sera plus adapté à la chaleur et en plus de ça, on va avoir des consommations énergétiques, heu, en été, qui seront, plus importantes que celles en hiver. Donc vraiment, adoptons les bonnes pratiques, d'utilisation de la clim dès aujourd'hui, si on doit en installer. Donc déjà, éviter un contraste trop important entre l'intérieur et l'extérieur. Donc avec, une différence maximale de température entre 5 et 7 degrés et puis dans tous les cas, jamais en dessous de 26 degrés. C'est bon pour la santé en plus parce que ça évite, les chocs thermiques. Heu, sur le système en lui-même, on va, s'assurer de la présence et du bon état du calorifugage des réseaux de froid. Le calorifugage, c'est de l'isolation. En fait, il faut que, sur les réseaux de froid, là où le froid circule, heu, en dehors des espaces qui doivent être refroidis, ben, il faut qu'il y ait le moins de pertes possible et donc on va venir isoler, ces réseaux de froid, pour avoir le moins de pertes de froid possible. Et puis enfin, même pas enfin, c'est troisième point, sensibiliser les utilisateurs à une gestion raisonnée. Si on met à disposition, une télécommande, qui permet, de gérer de façon individuelle, la climatisation et ben, il faut absolument, faire passer les bonnes pratiques. Fermer les fenêtres, dès qu'on utilise la clim, éteindre la clim, quand il y a personne dans la pièce et puis, ne l'utiliser qu'en dernier recours.
On a eu, j'ai une collègue qui me racontait, qu'il y a 2 semaines, elle est intervenue en formation dans un bâtiment qui était totalement climatisé. Quand ils sont arrivés, le matin, le premier jour, la clim était déjà en route. Heu, ils l'ont coupée le soir en partant et puis, le matin, ils n'ont rien dit aux stagiaires et ils ont attendu. Et en fait, ils n'ont eu besoin de remettre la clim qu'à partir de midi, parce que, la matinée, le bâtiment était resté frais et ça a gêné personne. Donc là aussi, on essaye, de pas mettre en route dès le matin, on attend vraiment que ce soit absolument nécessaire. Et puis bien évidemment, l'entretenir régulièrement, puisque l'entretien, ça va permettre déjà une meilleure performance, de l'équipement et puis aussi une meilleure qualité de l'air intérieur. En conclusion, donc il y a, beaucoup de solutions passives qui existent. Il faut bien sensibiliser et offrir aux occupants la possibilité de les mettre en œuvre. Ces solutions, elles vont pas impacter l'environnement, elles vont pas impacter la santé des occupants. Alors, il faut, bien évidemment, donner la possibilité, aux occupants de, mettre en œuvre ces bonnes pratiques, offrir les réflexes, pour un meilleur confort d'été. Mais on l'a vu, hein, ça peut être insuffisant en cas de canicule, de vagues de chaleur prolongées et puis, lorsque la nuit ne permet pas d'évacuer la chaleur. Donc la clim, ça risque de devenir incontournable, mais le plus tard possible. Donc il faut ancrer vraiment la bonne utilisation des systèmes dans les pratiques quotidiennes pour pas développer une accoutumance et puis, la réduction des capacités d'adaptation. Donc pas d'allumage systématique, uniquement à mettre en route uniquement si les solutions passives ne suffisent plus et puis jamais sous 26 degrés et le delta de température entre 5 et 7 degrés entre l'intérieur et l'extérieur et uniquement en occupation.